Juillet 1944. Dans un quartier général faiblement éclairé en France occupée, l'Oberst Heinrich Krauss, officier de logistique de la 7e armée allemande, fixait un rapport allié capturé avec une expression à mi-chemin entre l'incrédulité et la peur. 12 000 tonnes par jour, murmura-t-il. C'est un mensonge. Pendant des années, la Wehrmacht avait été gouvernée par une arithmétique stricte, une religion froide et mathématique du tonnage, du carburant et de la distance. Krauss pouvait la réciter de mémoire. Une division a besoin de 300 tonnes par jour. Au-delà de 300 km de la base, les opérations échouent. Au-delà de 400, l'effondrement est inévitable. C'était la doctrine, inébranlable, prouvée en Russie, en Afrique, dans les Balkans. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Et pourtant, depuis le jour J, les Américains prouvaient que la doctrine était fausse à chaque heure. Les rapports des lignes de front décrivaient un ennemi qui se battait comme une machine, non pas à cause de ses armes, mais à cause de son estomac. Les soldats mangeaient du pain frais et fumaient de vraies cigarettes sous le feu. Le carburant ne semblait jamais s'épuiser. Les camions se déplaçaient jour et nuit sur des routes à sens unique, phares couverts, moteurs jamais froids. Krauss tourna une autre page, transmissions interceptées, photographies, témoignages, Red Bull Express, lut-il à haute voix. Opérationnel depuis le 25 août. 5 000 camions. 12 000 tonnes par jour. Il murmura « 12 000 tonnes. À travers le pays ouvert, sans port. » Aucun système allemand n'avait jamais fait la moitié de cela. Dans les marges de son rapport, il écrivit une seule note. Si, c'est vrai, ce n'est pas la guerre, c'est l'industrie portant un uniforme. Le lendemain matin, Krauss présenta ses conclusions au général Kurt von der Heydt lors d'une réunion d'état-major. Les autres officiers écoutèrent en silence pendant qu'il parlait, ses mots mesurés mais pesants. « Messieurs, nous avons toujours supposé que notre ennemi était limité par les mêmes lois que nous. Nous nous sommes trompés. Les Américains ne déplacent pas des fournitures comme une armée. Ils les déplacent comme une nation industrielle qui ne dort jamais. » Il posa une carte sur la table, marquée de lignes rouges et bleues. Observez ceci. De Cherbourg à Paris, plus de 300 km, ils maintiennent un flux constant de camions, roulant 24 heures sur 24, transportant tout, du carburant aux munitions, de la nourriture aux pièces de rechange. Ils ont construit une autoroute logistique qui fonctionne avec la précision d'une chaîne d'assemblage. Von der Heydt fronça les sourcils. Et leurs pertes? Les attaques aériennes? Les sabotages? Krauss hocha la tête. Il les absorbe. Pour chaque camion détruit, 2 autres le remplacent. Pour chaque conducteur tué, un autre prend le volant. Ils ont des dépôts de ravitaillement tous les 50 kilomètres. Ils ont des équipes de réparation qui travaillent pendant que les moteurs sont encore chauds. Ils ont des cartes routières imprimées en 3 langues. Ils ont même des panneaux de signalisation. Un autre officier intervint. Mais, sûrement, Herr Oberst, cela doit avoir un coût. Les ressources nécessaires pour maintenir un tel système doivent être astronomiques. Krauss sourit amèrement. C'est précisément le point, mon ami. Le coût n'a pas d'importance pour eux. Ils ont l'acier. Ils ont le caoutchouc, ils ont le pétrole. Et surtout, ils ont la volonté de l'utiliser sans compter. Pendant que nous calculons chaque litre, chaque balle, chaque peine, ils versent des ressources sur le problème jusqu'à ce qu'il cesse d'en être un. La salle devint silencieuse. Les implications étaient claires pour tous ceux qui écoutaient. Ce n'était pas seulement une question de stratégie ou de tactique, c'était une question de capacité fondamentale, d'échelle industrielle, que l'Allemagne ne pouvait tout simplement pas égaler. Von der Heydt se pencha en arrière dans sa chaise, ses doigts tambourinant lentement sur la table. « Que nous nous rendions à cette marée de camions et de conserves ?» Krauss secoua la tête. « Non, Herr General. Je suggère que nous comprenions contre quoi nous nous battons vraiment. Ce n'est pas seulement une armée. C'est une civilisation entière mobilisée pour la guerre. Une civilisation qui peut se permettre de gaspiller ce que nous devons économiser. » Il s'arrêta, choisissant ses mots suivants avec soin. « Nous avons construit notre stratégie sur l'hypothèse que notre ennemi serait limité par les mêmes contraintes que nous.
Mais les Américains ont rompu ces contraintes non pas par le génie militaire, mais par la force brute de la production. Ils ont résolu la logistique non pas en étant plus intelligents, mais en étant plus riches. Les mots de Krauss restèrent suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Personne ne parlait, car personne ne pouvait contester la logique. Les mathématiques étaient claires, brutales et sans compromis. L'Allemagne pouvait gagner des batailles, mais elle ne pouvait pas gagner une guerre d'attrition contre un adversaire qui mesurait ses ressources non pas en tonnes mais en dizaines de milliers de tonnes, non pas en camions mais en flottes entières, non pas en jours d'approvisionnement mais en mois et en années de soutien ininterrompus. Dehors, le soleil se couchait sur la France occupée, projetant de longues ombres à travers la pièce. Quelque part dans la distance, le grondement des moteurs pouvait être entendu, un son faible mais constant qui ne s'arrêtait jamais. C'était le son de l'histoire en marche, le son de la victoire inévitable, le son de 12 000 tonnes roulant inexorablement vers l'est. Krauss retourna à son bureau cette nuit-là et écrivit dans son journal personnel. « Aujourd'hui, j'ai vu l'avenir de la guerre », écrivit-il. Ce n'est pas écrit dans les stratégies des généraux ou dans le courage des soldats. Il est écrit dans les livres comptables des usines, dans les horaires des camions, dans les montagnes de fournitures qui ne cessent jamais de croître. Ils se battent avec l'âme d'un fabricant. Et dans cette guerre moderne, l'usine bat toujours l'épée. Il posa sa plume et regarda par la fenêtre, où les étoiles brillaient faiblement au-dessus d'un continent en flammes. Quelque part là-bas, 5000 camions roulaient dans la nuit, leurs cargaisons précieuses se déplaçant sans relâche vers le front, et il sut, avec une certitude qui glaçait son sang, que rien ne pouvait les arrêter. Pendant que le haut commandement allemand rejetait les rapports américains comme de la propagande, la réalité était déjà en train de broyer la boue de Normandie. Chaque jour avant l'aube, un coup de sifflet retentissait à Saint-Lô. Des centaines de conducteurs, la plupart âgés d'à peine 20 ans, beaucoup d'entre eux afro-américains, ségrégués dans des unités séparées, montaient dans leurs camions. Chaque camion transportait de 2 à 5 tonnes de cargaison. Essence, nourriture, munitions, trousses médicales, même des sacs de courrier de la maison. Ils l'appelaient le Red Bull Express, nommé d'après les panneaux cercles rouges marquant ses routes exclusives. Aucun civil, aucun véhicule errant ne pouvait entrer. La police militaire se tenait tous les 10 miles, gardant l'artère en vie. Le caporal Eddie Williams se souvenait du premier jour. Les routes étaient engorgées de boue, d'épaves et de pluie. Nous ne nous arrêtions pour rien, même pas pour dormir. Les moteurs tournaient 24 heures. Quand l'un tombait en panne, nous changions simplement de conducteur et continuions à rouler. Le convoi s'étendait au-delà de la vue, un organisme vivant et respirant de caoutchouc, d'acier et de sueur. Le jour, les Allemands regardaient depuis les haies, comptant les camions à travers des jumelles. La nuit, ils bombardaient les carrefours, mitraillaient les ponts, sabotaient les dépôts de carburant. Mais chaque matin, le flux continuait, réparé, redirigé, renaissant. Même quand l'essence devait être versée à la main, même quand les pneus fondaient de chaleur, le Red Bull refusait de s'arrêter. Derrière lui se trouvait le véritable génie de l'invasion, un empire logistique né de la prévoyance, des mathématiques et de la simple foi américaine que tout était possible si vous le construisiez assez grand. L'opération avait commencé des mois avant le débarquement, dans des bureaux à Washington et à Londres, où des planificateurs calculaient des équations que personne n'avait jamais osé résoudre auparavant. Combien de gallons d'essence pour faire avancer une armée de 100 000 hommes sur 300 miles? Combien de pneus de rechange pour 5 000 camions roulant sur des routes détruites? Combien de rations, de bandages, de balles pour soutenir une offensive qui ne pouvait pas se permettre de ralentir? Les chiffres étaient astronomiques, presque absurdes. Pourtant, l'Amérique les a produits. Les usines de Détroit, de Cleveland, de Pittsburgh travaillaient jour et nuit, transformant le minerai de fer en acier, l'acier en camions, les camions en une armada mécanique qui traverserait l'Atlantique et libérerait un continent. Les raffineries du Texas pompaient du pétrole brut, le transformant en essence à indice d'octane élevé, alimenteraient chaque mile de l'avance. Les fermes de l'Iowa, du Kansas, du Nebraska, récoltaient du blé et du maïs, les transformant en rations militaires qui nourriraient les troupes sur le terrain. C'était une mobilisation totale, une symphonie industrielle jouée à l'échelle d'une nation entière. Et au cœur de tout cela se trouvait le Red Bull Express, la ligne de vie qui transformait la capacité de production
en puissance de combat. Les conducteurs eux-mêmes étaient une étude de contraste. Beaucoup étaient des hommes noirs servant dans une armée qui les séparait de leurs camarades blancs, conduisant des camions pour une nation qui ne leur accordait pas encore tous les droits. Pourtant, ils conduisaient avec une détermination féroce, sachant que chaque livraison sauvait des vies, que chaque mille les rapprochait de la victoire. Ils conduisaient à travers l'épuisement, à travers le danger, à travers les tempêtes qui transformaient les routes en rivières de boue. Ils conduisaient avec les phares éteints pour éviter les bombardiers ennemis, naviguant par instinct et par mémorisation des routes qu'ils avaient parcourues des dizaines de fois. Ils conduisaient même lorsque leurs camions étaient criblés d'éclats d'obus, même lorsque leurs camarades mouraient dans des embuscades, même lorsque chaque muscle de leur corps hurlait de douleur et de fatigue. Le sergent James Thompson se souvenait d'un voyage particulièrement brutal en septembre. Nous roulions depuis 36 heures d'affilée. Mes yeux brûlaient, mes mains étaient engourdies sur le volant. Le type devant moi s'est endormi et est sorti de la route. Nous l'avons sorti, avons transféré sa cargaison et avons continué. Il n'y avait pas de temps pour s'arrêter. Patton était à court de carburant, et nous étions la seule chose entre lui et un arrêt complet. Cette pression, cette responsabilité écrasante, pesait sur chaque conducteur. Ils n'étaient pas des héros, dans le sens traditionnel. Ils ne chargeaient pas les collines ou ne prenaient pas les bunkers. Mais sans eux, ceux qui le faisaient auraient été bloqués, affamés, impuissants. L'échelle de l'opération défie l'imagination. À son apogée, le Red Bull Express employait plus de 6 000 véhicules et 23 000 hommes. Il transportait en moyenne 12 500 tonnes de fournitures par jour sur un réseau routier de plus de 700 miles. Les camions roulaient bumper à bumper, une chaîne d'acier ininterrompue qui serpentait à travers la campagne française comme un fleuve mécanique. Les villes à travers lesquelles ils passaient s'arrêtaient pour regarder, les habitants locaux observant avec étonnement alors que la puissance industrielle de l'Amérique roulait devant leurs maisons. Les enfants agitaient la main. Les femmes âgées pleuraient. Les hommes enlevaient leurs chapeaux et se tenaient en silence, reconnaissant ce qu'ils voyaient non seulement comme une opération militaire, mais comme un symbole de libération, une promesse tangible que les forces ténébreuses de l'occupation seraient bientôt brisées. Les Allemands, de leur côté, regardaient avec une horreur croissante. Leurs propres lignes d'approvisionnement s'effritaient, leurs dépôts de carburant s'épuisaient, leurs soldats se rationnaient des miettes tandis que leurs ennemis festoyaient. Ils avaient combattu les Britanniques, les Français, les Russes. Mais ils n'avaient jamais combattu un adversaire qui pouvait tout simplement submerger la résistance par une abondance pure et sans fin. Chaque raid aérien allemand réussi détruisait peu, être 10 camions, mais 100 autres prenaient leur place le lendemain. Chaque pont détruit était reconstruit en quelques jours, souvent plus solide qu'avant. Chaque embuscade réussie retardait le convoi de quelques heures, mais jamais de manière permanente, jamais de manière décisive. C'était la leçon brutale de la guerre moderne. La victoire n'appartenait pas toujours aux plus braves ou aux plus habiles. Parfois, elle appartenait à ceux qui pouvaient simplement produire plus, livrer plus, durer plus longtemps. Le Red Bull Express incarnait cette vérité. C'était un miracle non pas de courage héroïque, mais d'organisation banale, de planification méticuleuse et de volonté implacable de continuer malgré tous les obstacles. Et alors que les camions continuaient de rouler, jour après jour, semaine après semaine, transportant les instruments de la libération vers le front, il devenait clair que la guerre n'était plus une question de si, mais de quand. Le Red Bull Express n'était pas seulement une opération logistique, c'était le son du destin en marche, le grondement des roues qui écraserait la tyrannie sous leur poids. Dans la ville capturée du Mans, le général Heinz Bretter, commandant de l'approvisionnement pour le groupe d'armée B, rassembla son état-major. Ses bottes étaient couvertes de poussière, son tempérament à vif. « Messieurs » aboya-t-il en frappant la table, « expliquez-moi comment un ennemi peut avancer 400 kilomètres sans base d'approvisionnement. » Personne ne répondit. Les officiers du renseignement avaient essayé de l'avertir. Les Américains avaient construit des ports flottants, appelés mulberries, qui défiaient la logique. Des blocs de béton de la taille de maisons flottaient sur la marée. Quelques jours après le débarquement, les Alliés avaient des ports plus grands que Cherbourg. Pourtant, les chiffres étaient impossibles. Même avec des ports, même avec des villes capturées, la consommation de carburant seule aurait dû les immobiliser il y a des semaines. Puis vint le rapport le plus inquiétant de tous.
La reconnaissance aérienne au-dessus de la Manche révéla des pipelines sous-marins, pompant du carburant directement de la Grande-Bretagne vers la France. Le nom du projet, Pluto. Pipeline Under the Ocean. Pour les Allemands, c'était de la folie. Pour les Américains, c'était un mardi. Chaque jour, ces lignes livraient des centaines de milliers de gallons d'essence directement dans les veines de la guerre. Krauss, examinant les documents, murmura « Ils effaçant la géographie elle-même. » Il se tourna vers son aide de camp. « En Russie, nous avons gelé parce que le carburant ne pouvait pas nous atteindre. En France, nous perdrons parce qu'il les atteint trop facilement. » L'ampleur de ce qu'ils affrontaient commençait à pénétrer même les esprits les plus endurcis. Ce n'était pas simplement une question de supériorité numérique ou de meilleure technologie. C'était une différence fondamentale de philosophie, une approche de la guerre qui traitait la logistique non pas comme une réflexion après coup, mais comme l'arme principale elle-même. Les Allemands avaient toujours été des maîtres de la stratégie, de la tactique, de l'art de la guerre, mais les Américains avaient réécrit les règles entièrement, transformant la guerre en un problème d'ingénierie à résoudre avec des ressources illimitées et une détermination sans faille. Bretter marchait dans la pièce, ses mains croisées derrière son dos, son front plissé en concentration intense. « Combien de temps » demanda-t-il à personne en particulier. « Combien de temps faut-il pour construire un port flottant » Le major Klaus Richter, son officier du renseignement en chef, consulta ses notes. « D'après nos estimations, Herr General, la construction des Mulberries a dû prendre des mois. Peu. Être même une année entière de planification et de fabrication. Ils ont construit ces structures en Angleterre, les ont remorquées à travers la Manche, et les ont assemblées au large des plages de Normandie. » Bretter secoua la tête avec incrédulité. Une année de planification. Ils savaient exactement où ils atterriraient, exactement ce quoi, dont ils auraient besoin, exactement comment le livrer. Et nous nous sommes dit qu'ils ne pourraient jamais prendre un port intact. Tout le monde savait que l'hypothèse avait été fatale. Les Allemands avaient détruit les installations portuaires de Cherbourg, croyant que cela ralentirait l'avance alliée de manière critique. Au lieu de cela, les Américains avaient simplement apporté leur propre port avec eux. C'était une démonstration de capacité industrielle et de prévoyance stratégique qui laissait les commandants allemands abasourdis. Richter continua. « Il y a plus, Herr General. Les pipelines sous la Manche, Pluto, sont encore plus remarquables. Ils ont posé des tuyaux sur le fond marin, à travers l'un des passages maritimes les plus dangereux et les plus fréquentés du monde. Nos propres ingénieurs disent que c'est techniquement impossible. » Bretter ricana amèrement. « Techniquement impossible. Combien de fois avons-nous entendu cela? Les ports flottants étaient impossibles. Les pipelines sous-marins étaient impossibles. 12 000 tonnes par jour sans port, c'était impossible. » Il se tourna pour faire face à ses officiers, son visage grave. « Nous devons cesser de penser à ce qui est impossible et commencer à comprendre comment ils rendent possible l'impossible. » Un jeune capitaine, Friedrich Weber, leva timidement la main. « Herr General, si je peux me permettre. Peut être que la vraie question n'est pas comment ils le font, mais pourquoi nous ne pouvons pas. » Le silence qui suivit était épais avec l'inconfort. Weber continua, sa voix gagnante en confiance. « Nos rapports montrent que les Américains ont dédié des ressources massives à ces projets des mois, voire des années avant l'invasion. Ils ont traité la logistique comme une priorité égale au combat lui-même. » Krauss, qui avait été silencieux, intervint. « Le capitaine a raison. Nous avons toujours considéré la logistique comme un problème à gérer, un obstacle à surmonter. Les Américains la considèrent comme un multiplicateur de force, quelque chose dans lequel investir massivement parce que chaque dollar dépensé en approvisionnement permet à 10 soldats de se battre plus efficacement. » Il fit une pause, ses yeux balayant les visages autour de la table. « Pensez-y, messieurs. Ils ont construit des ports entiers juste pour les jeter dans l'océan. Ils ont posé des pipelines à travers le fond marin juste pour économiser quelques jours de temps de transport. Ils font rouler des milliers de camions jour et nuit juste pour s'assurer que leurs troupes ne manquent jamais de rien. Ce niveau d'investissement, cette échelle d'engagement, c'est sans précédent. » Bretter s'assit lourdement, le poids de la réalisation s'installant sur ses épaules. « Alors nous avons déjà perdu. Si la guerre se résume à qui peut produire plus, transporter plus, livrer plus, alors nous ne pouvons pas gagner. » Krauss secoua la tête. « Pas nécessairement, Herr General, mais nous devons changer notre approche.
Nous ne pouvons pas les surpasser en production ou en livraison. Nous devons donc être plus intelligents, plus efficaces, plus impitoyables dans la façon dont nous utilisons ce que nous avons. Mais même en disant les mots, il savait que c'était une mesure désespérée. L'efficacité ne pouvait que vous mener jusqu'à présent contre un adversaire qui pouvait se permettre d'être inefficace et de gagner quand même par simple volume. Les rapports continuaient d'arriver, chacun plus démoralisant que le précédent. Les dépôts d'approvisionnement américains étaient si grands qu'ils pouvaient être vus depuis les avions de reconnaissance. Des montagnes de caisses, des rivières de barils de carburant, des acres de véhicules garés, les soldats allemands capturés racontaient des histoires de troupes américaines jetant de la nourriture parfaitement bonne, simplement parce qu'elle était vieille de quelques jours, de camions abandonnés simplement parce qu'une réparation mineure prendrait trop de temps. C'était un niveau de gaspillage qui choquait l'esprit allemand, formé à l'efficacité et à l'économie. Mais c'était aussi une démonstration de richesse presque obscène, un message clair que l'Amérique pouvait se permettre de gaspiller plus que l'Allemagne ne pouvait produire. Cette nuit-là, Bretter écrivit dans son journal personnel: « Nous avons été surpassés non pas par de meilleurs généraux, mais par de meilleurs comptables. Non pas par des soldats plus braves, mais par des usines plus productives. Non pas par une stratégie supérieure, mais par une logistique supérieure. » Il s'arrêta, sa plume planant au-dessus de la page. L'histoire se souviendra de cette guerre non pas pour les batailles que nous avons gagnées ou perdues, mais pour la leçon qu'elle a enseignée. Dans la guerre moderne, celui qui peut livrer le plus gagne. Et l'Amérique peut livrer plus que quiconque n'a jamais rêvé possible. Il ferma le journal et regarda par la fenêtre, où la nuit était percée par le grondement lointain des moteurs. Quelque part là-bas, le Red Bull Express continuait de rouler, son fleuve incessant de fournitures coulant vers le front. Et Bretter savait, avec une certitude qui lui donnait la nausée, que rien dans l'arsenal allemand ne pouvait l'arrêter. Les hommes qui avaient douté avaient eu raison de douter, mais leur doute était venu trop tard. Parmi les rapports les plus étranges atteignant le renseignement allemand en juillet 1944 se trouvait un si absurde qu'il circulait comme une blague. Des femmes américaines, disait le message, exploitent des cafés mobiles près du front. Le général Bretter rit. Des cafés? Pour les soldats? Son adjudant répondit. Oui, Air General. Ils servent du café et des beignets. Le silence suivit. Puis le rire à nouveau. L'idée était obscène, un luxe au front, tandis que les divisions allemandes survivaient avec du pain moisi et de la viande de cheval. Mais c'était vrai. Ils s'appelaient les clubs mobiles de la Croix-Rouge, des camions GMC convertis avec des urnes à café et des machines à beignets, dotées de bénévoles. Ils servaient des milliers de soldats par jour, souvent sous le feu de l'artillerie. Le soldat James Morrison de la 4e division d'infanterie écrivait chez lui. Nous étions à 5 miles du front, des obus atterrissaient à proximité, et il souriait encore en versant du café. Cela ressemblait à la maison pendant 5 minutes, et cela vous faisait combattre plus fort le lendemain matin. Les officiers du moral allemand notèrent cela avec horreur. Ce n'étaient pas les beignets qui les effrayaient, c'était ce qu'ils signifiaient. Les Américains avaient découvert quelque chose de plus profond que la logistique. Ils avaient trouvé comment déplacer non seulement la nourriture et le carburant, mais la foi. Un soldat qui se sentait rappelé pouvait combattre éternellement. L'existence même des clubs mobiles représentait un paradoxe que les Allemands ne pouvaient pas comprendre. Dans une guerre où chaque once de capacité de transport était précieuse, où chaque camion pouvait transporter des munitions ou du carburant critique, les Américains choisissaient délibérément de dédier des véhicules à quelque chose d'aussi apparemment frivole que le café et les pâtisseries. Pour l'esprit militaire allemand, formé à l'efficacité impitoyable et à la priorisation des nécessités matérielles, c'était incompréhensible. Pourtant, plus ils étudiaient le phénomène, plus ils réalisaient sa signification sinistre. Le major Wilhelm Steiner, un officier de renseignement spécialisé dans l'analyse du moral ennemi, prépara un rapport détaillé sur les clubs mobiles. Ces véhicules, écrivit-il, ne sont préparés et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Pas simplement des camions de ravitaillement. Ils sont des armes psychologiques de la plus haute efficacité. Il continua à expliquer comment les Américains avaient compris quelque chose que la Wehrmacht avait négligé. Le combat ne consistait pas seulement en capacité physique, mais en force mentale.
Un soldat affamé pouvait quand même se battre pendant quelques heures. Mais un soldat qui croyait que son pays se souciait de lui, que sa vie avait de la valeur au-delà de sa capacité à tenir un fusil, ce soldat pouvait se battre indéfiniment. Les femmes qui dotaient ces clubs mobiles étaient elles-mêmes remarquables. Elles étaient des volontaires, souvent issues de familles aisées, qui avaient choisi de quitter le confort et la sécurité de l'Amérique pour servir dans les zones de combat en Europe. Elles conduisaient leurs propres camions à travers des routes dangereuses, installaient leurs équipements sous le feu et servaient avec une gaieté qui semblait défier la réalité de la guerre qui les entourait. Les soldats allemands qui les voyaient à travers des jumelles ou qui entendaient parler d'elles par des prisonniers capturés étaient uniformément stupéfaits. Dans l'armée allemande, les femmes servaient dans des rôles de soutien loin des lignes de front. L'idée de femmes civiles, opérant volontairement à quelques kilomètres du combat, était presque inconcevable. Le sergent Hans Müller, capturé lors de la bataille de Saint-Lô, fut interrogé sur son moral et celui de ses camarades. « Comment sommes-nous censés nous battre contre cela ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de frustration. « N'avons pas mangé correctement depuis des semaines. Nos rations sont rationnées jusqu'à presque rien. Nous économisons chaque balle, chaque obus. Et puis nous capturons un Américain, et il a du chocolat dans sa poche, des cigarettes fraîches, et il nous parle de manger des beignets chauds servis par des femmes souriantes à 2 kilomètres du front. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas une armée. C'est une nation entière qui fait la guerre. » Cette observation touchait au cœur de l'avantage américain. Ce n'était pas seulement que l'Amérique pouvait produire plus de chars, plus d'avions, plus de munitions. C'était qu'elle traitait ses soldats comme des investissements précieux à maintenir, plutôt que comme des ressources consommables à dépenser. Les clubs mobiles étaient une manifestation de cette philosophie. Ils disaient à chaque soldat: « Vous n'êtes pas seulement un numéro dans une division. Vous êtes un individu que votre pays valorise suffisamment pour vous envoyer un goût de la maison même au milieu de l'enfer. » L'impact psychologique était mesurable. Les officiers du moral américain menaient des enquêtes régulières et constataient systématiquement que les soldats qui avaient accès aux clubs mobiles et à d'autres services de biens rapportaient un moral plus élevé, une meilleure cohésion d'unité et une plus grande volonté de combattre. Les Allemands, en observant ces résultats avec leur propre intelligence, ne pouvaient que regarder avec envie. Ils avaient leur propre programme de bien-être, mais ils étaient sporadiques, sous-financés, et souvent les premiers à être coupés lorsque les ressources se raréfiaient. L'idée de maintenir des cafés mobiles, alors que les munitions manquaient, aurait été considérée comme criminellement irresponsable. Mais les Américains comprenaient quelque chose de fondamental sur la nature du conflit prolongé. Les guerres modernes n'étaient pas gagnées en un seul engagement, décisif. Elles étaient gagnées par l'attrition, par la capacité de continuer à combattre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et dans une guerre d'attrition, le moral comptait autant que les munitions. Un soldat démoralisé pouvait avoir un fusil plein et toujours hésiter à avancer. Un soldat inspiré se battrait avec des pierres s'il le fallait. Krauss, en lisant le rapport de Steiner, ressentit un frisson de reconnaissance. « Ils ont transformé le soin en une arme », dit-il à voix basse. « Ils ont militarisé la compassion. » Il regarda Bretter, qui lisait le même document. « Herr General, nous devons comprendre ce que nous affrontons. Ce n'est pas seulement une armée supérieure, c'est une société supérieure. Une société qui peut se permettre de se soucier de ses soldats individuels, qui peut se permettre de traiter le confort comme une nécessité stratégique plutôt que comme un luxe. » Bretter hocha lentement la tête. « Et que suggérez-vous que nous fassions avec cette information? Devrions-nous commencer à servir du café et des gâteaux à nos hommes ?» Krauss secoua la tête. « Nous ne pouvons pas. Même si nous le voulions. Nous n'avons pas le café. Nous n'avons pas le sucre. Nous n'avons pas les camions de rechange. Nous n'avons pas les femmes volontaires. Nous n'avons rien de ce qu'il faut pour imiter même cette petite partie de leur système. » Il fit une pause. « Et c'est précisément le problème. Les clubs mobiles ne sont pas une anomalie. Ils sont symptomatiques de tout leur effort de guerre. Ils peuvent se permettre ces luxes parce que pour eux, ce ne sont pas des luxes, ce sont des investissements dans la victoire. » Les semaines suivantes apportèrent plus de rapports sur les programmes de bien-être américains. Des journaux en anglais étaient imprimés quotidiennement et distribués aux troupes. Des bibliothèques mobiles circulaient avec des livres et des magazines.
Des unités dentaires et médicales fournissaient des soins qui allèrent bien au-delà des nécessités du combat. C'était un niveau de soutien institutionnel que l'armée allemande ne pouvait pas égaler même à son apogée, et encore moins maintenant, avec ses lignes d'approvisionnement qui s'effondraient et ses ressources qui s'épuisaient. Chaque rapport était un autre clou dans le cercueil du moral allemand. Il ne combattait pas seulement une armée plus grande, il combattait une nation qui se souciait suffisamment de ses soldats pour leur envoyer des beignets sous le feu de l'artillerie, et cette réalisation était être plus dévastatrice que n'importe quelle défaite tactique. Les beignets n'étaient pas seulement de la nourriture, ils étaient des symboles de quelque chose que l'Allemagne ne pouvait pas produire, acheter ou conquérir. L'espoir. Fin août 1944, le Red Ball Express était devenu le système sanguin de l'avance alliée. Plus de 6000 camions tonnaient à travers la France sur une boucle de 700 miles entre Cherbourg et Chartres. Ils roulaient 24 heures par jour, phares peints en bleu, moteurs ne refroidissant jamais. Les conducteurs, principalement des 3e et 5e compagnies de camions ségrégés, travaillaient en équipe si serrée que lorsqu'un conducteur s'effondrait, un autre glissait sur le siège avant même que le camion ne s'arrête. Les équipes de maintenance accomplissaient des miracles, réparant des moteurs en mouvement, changeant des pneus pendant que les camions roulaient à la vitesse de marche. Les observateurs allemands le décrivaient comme un serpent infini d'acier. Pour chaque kilomètre que les Américains avançaient, leur système d'approvisionnement évoluait. Des dépôts portables se dépliaient comme des villages métalliques. Des boulangeries mobiles produisaient 60 000 pains par jour. Des blanchisseries de campagne lavaient des uniformes encore chauds de la bataille. Le carburant arrivait par pipeline, le courrier par avion, la viande fraîche par camion réfrigéré. Même Thanksgiving fut livré. En novembre 1944, avec la neige qui tombait et l'artillerie qui tenait, 2 millions de soldats en Europe furent servis de dinde, sauce au canneberge et tarte à la citrouille, le même jour. Les officiers allemands interceptèrent les rapports et refusèrent de les croire. Le général von Manteuffel l'appela « tromperie ». Mais ensuite, des lettres capturées le confirmèrent. Un officier allemand, Fritz Bolling, écrivit amèrement à sa femme avant sa capture. « Nous ne combattons plus des soldats, mais une usine. Ils ne gagnent pas de bataille, ils fabriquent la victoire. » Les mots apparaîtraient plus tard dans les dossiers de renseignement alliés, soulignés en rouge. Cette observation, née d'amertume et de désespoir, capturait l'essence même de ce qui rendait la machine alliée si formidable. Ce n'était pas simplement qu'elle était grande, c'était qu'elle était implacable, adaptative et apparemment inépuisable. Chaque jour apportait de nouvelles innovations, de nouvelles solutions aux problèmes que d'autres armées auraient considérés comme insurmontables. Les conducteurs du Red Ball Express eux-mêmes étaient devenus légendaires. Malgré la ségrégation qui les séparait de leurs camarades blancs dans presque tous les autres aspects de la vie militaire, sur les routes de France, ils étaient les rois incontestés. Ils connaissaient chaque virage, chaque pont, chaque point de contrôle. Ils pouvaient conduire dans l'obscurité complète en utilisant uniquement les phares bleus tamisés, naviguant par instinct et par mémoire. Ils pouvaient sentir quand un moteur était sur le point de tomber en panne, entendre la différence entre un pneu qui perdait de l'air et celui qui était sur le point d'exploser. Le caporal Robert Johnson se souvenait d'un trajet particulièrement brutal en septembre. Nous avions été sur la route pendant 48 heures d'affilée. Mes yeux voyaient double, mes mains tremblaient sur le volant. Le type derrière moi s'est endormi et a percuté mon pare-choc. Nous nous sommes arrêtés, avons vérifié les dégâts, rien de grave, et nous avons continué. Il n'y avait pas de temps pour se reposer. Les chars de Patton étaient bloqués à 30 miles de distance, à court de carburant. Si nous ne les atteignions pas, l'avance s'arrêterait. Toute l'avance. Des milliers d'hommes attendant à cause de nous. Cette pensée vous gardait éveillé même quand votre corps hurlait de dormir. Les statistiques de l'opération étaient ahurissantes. Au plus fort de son activité, le Red Ball Express transportait une moyenne de 12 500 tonnes de fournitures par jour. Cela représentait suffisamment de carburant pour remplir 250 000 réservoirs d'automobiles, suffisamment de nourriture pour nourrir une ville de 100 000 personnes pendant une semaine, suffisamment de munitions pour soutenir une offensive majeure. Et tout cela se déplaçait sur des routes qui n'avaient jamais été conçues pour un tel trafic, à travers une campagne encore marquée par la guerre, sous la menace constante d'attaques aériennes et d'embuscades terrestres.
Les Allemands tentèrent à plusieurs reprises de perturber l'opération. Des avions de combat mitraillèrent les convois. Des commandos sabotèrent des ponts. Des tireurs d'élite ciblèrent les conducteurs. Mais pour chaque camion détruit, 3 autres prenaient sa place. Pour chaque pont détruit, les ingénieurs en construisaient un nouveau en quelques jours. Pour chaque conducteur tué, un volontaire se présentait pour prendre le volant. Le système absorbait les dommages et continuait, implacable comme la marée. Cette résilience n'était pas accidentelle. Elle était intégrée dans la conception même de l'opération. Les planificateurs américains avaient anticipé les pertes et avaient construit la redondance dans chaque aspect du système. Il y avait des camions de rechange, des pièces de rechange, des routes de rechange. Il y avait des dépôts de ravitaillement multiples, de sorte que si l'un était détruit, les autres pouvaient compenser. Il y avait des équipes de réparation positionnées tous les 50 miles, de sorte qu'aucune panne n'arrêterait le flux pendant plus de quelques heures. Le lieutenant-colonel Frank Ross, l'un des officiers responsables de la coordination du Red Ball Express, expliqua la philosophie dans un briefing à l'état-major. Nous ne cherchons pas l'efficacité parfaite. Nous cherchons la fiabilité parfaite. Peu importe si nous gaspillons 10% de nos ressources en redondance, si cela signifie que les 90% restants arrivent à destination à temps, chaque fois, sans échec. Cette approche était radicalement différente de la pensée militaire traditionnelle qui mettait l'accent sur l'économie et l'efficacité. Mais elle reflétait la réalité de la position américaine. Avec des ressources essentiellement illimitées, la fiabilité était plus précieuse que l'économie. Les innovations continuaient d'émerger du terrain lui-même. Les conducteurs développèrent un système de signaux manuels complexes pour communiquer dans l'obscurité sans lumière. Les mécaniciens inventèrent de nouveaux outils et techniques pour les réparations rapides. Les coordinateurs de trafic créèrent des systèmes de gestion de flux qui maximisaient le débit tout en minimisant les embouteillages. Chacune de ces innovations était documentée, partagée et intégrée dans les procédures opérationnelles standards. Le Red Ball Express n'était pas seulement une opération logistique, c'était un organisme d'apprentissage, s'améliorant constamment en réponse aux défis qu'il rencontrait. En octobre, alors que l'avance ralentissait et que les lignes d'approvisionnement se consolidaient, le Red Ball Express commença à évoluer vers quelque chose de plus permanent. Les routes temporaires devenaient permanentes. Les dépôts de campagne devenaient des bases établies. Le système qui avait été conçu comme une mesure d'urgence pour soutenir la rupture initiale après la Normandie devenait la colonne vertébrale de toute la structure logistique alliée en Europe. Et il continuait de croître. De nouvelles routes furent ouvertes. De nouveaux dépôts furent établis. Plus de camions, plus de conducteurs, plus de capacité. La machine ne dormait jamais, ne se reposait jamais, ne s'arrêtait jamais. Elle roulait simplement, jour après jour, semaine après semaine, transportant les instruments de la libération vers l'Est. Les soldats allemands qui voyaient les convois traverser les villes capturées regardaient avec un mélange d'admiration et de désespoir. Ils avaient été formés à croire en la supériorité de l'armée allemande, en l'excellence de la stratégie allemande, en l'invincibilité du soldat allemand. Mais face à cette démonstration écrasante de puissance industrielle et organisationnelle, ces croyances s'effritaient. Comment pouviez-vous vaincre un ennemi qui pouvait vous submerger non pas avec le courage ou la compétence, mais simplement avec l'abondance? Comment pouviez-vous gagner une guerre contre une nation qui traitait la livraison de dînes de Thanksgiving à 2 millions de soldats en plein combat comme une simple question de logistique? La réponse, de plus en plus d'Allemands réalisaient, était que vous ne le pouviez pas. Le Red Ball Express n'était pas seulement un triomphe logistique, c'était une déclaration de victoire inévitable, écrite en acier et en caoutchouc, roulant sans fin vers l'Est. Mars 1945. Lorsque les traversées du Rhin commencèrent, les ingénieurs allemands prédisaient que les Américains auraient besoin de 3 semaines pour se préparer. Cela prit 3 jours. Des ponts apparurent du jour au lendemain, en acier, flottants, flexibles. Le carburant coulait de l'Angleterre vers l'Allemagne à travers des veines invisibles. Krauss se tenait sur une colline à l'extérieur de Remagen, regardant la ligne interminable de camions rampant sur l'horizon. Il ne prenait plus de notes. Les chiffres avaient perdu leur signification. 12 000 tonnes par jour, 15 000 véhicules, 1 million de gallons de carburant. Il murmura à son adjudant. « Nous avons perdu la guerre bien avant cela. Nous avons perdu quand ils ont décidé de se battre avec les mathématiques au lieu de la fierté. » Dans un champ voisin,
des conducteurs capturés du Red Bull riaient autour d'un réchaud de camp, partageant des cigarettes avec leurs gardes. Ils semblaient jeunes, trop jeunes pour avoir porté le poids d'un empire. Krauss se détourna. Il pensa à ses anciennes équations, à ses tableaux d'approvisionnement et ses cartes de ration. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Parce que sur cette route, quelque part entre Cherbourg et le Rhin, le monde avait changé pour toujours. La guerre était devenue logistique, la victoire était devenue industrielle. Et les hommes qui autrefois se moquaient du confort américain avaient finalement compris son pouvoir. Ils ne nourrissaient pas une armée. Ils alimentaient un nouveau type de civilisation. Les mois qui précédèrent la traversée du Rhin avaient été une masterclass en projection de puissance. Les Alliés n'avaient pas simplement avancé, ils avaient construit une infrastructure entière en avançant. Chaque ville capturée devenait un nœud dans un réseau en expansion de routes, de dépôts, de stations de réparation et de centres de communication. Ce qui avait commencé comme le Fagul, Red Bull Express s'était métamorphosé en quelque chose de bien plus grand, un système logistique continental qui s'étendait de la côte atlantique française jusqu'au cœur de l'Allemagne. Les Allemands, ayant passé des années à perfectionner l'art de la Blitzkrieg, de la guerre éclair qui dépendait de la vitesse et de l'audace, se retrouvaient maintenant submergés par quelque chose de fondamentalement différent. Une guerre de construction méthodique, implacable, qui ne pouvait pas être arrêtée parce qu'elle n'avait jamais besoin de s'arrêter. Krauss se souvenait d'une conversation qu'il avait eue avec un général américain capturé en 1944, pendant la brève contre-offensive des Ardennes. Le général, même en tant que prisonnier, avait été remarquablement franc. « Vous ne comprenez pas comment nous pensons », avait-il dit. « Vous voyez toujours la guerre comme un art, une compétition entre volontés et génies. Nous la voyons comme un problème d'ingénierie. Donnez-nous les spécifications, donnez-nous les ressources, et nous construirons la solution. » À l'époque, Krauss avait considéré cela comme de l'arrogance typiquement américaine. Maintenant, regardant les ponts sur le Rhin, il comprenait que c'était simplement une déclaration de fait. Les ponts eux-mêmes étaient des merveilles d'ingénierie pratique. Ils n'étaient pas élégants ou beaux. Ils étaient fonctionnels, assemblés à partir de sections préfabriquées qui pouvaient être transportées par camion et assemblées en quelques heures. Les ingénieurs américains avaient pratiqué ces constructions des centaines de fois, perfectionnant chaque mouvement, optimisant chaque étape. Quand le moment était venu de traverser le Rhin, ils n'improvisaient pas. Ils exécutaient simplement un plan qu'ils avaient répété jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Cette approche, cette transformation de la complexité en routine, était l'essence même de la méthode américaine. Et elle s'étendait bien au-delà des ponts. Les dépôts de ravitaillement qui suivaient les armées en progression étaient des villes temporaires, complètes avec des générateurs électriques, des systèmes d'eau potable, des installations médicales, des cantines, et même des cinémas de campagne. Les soldats américains opérant au plus profond de l'Allemagne vivaient mieux que de nombreux civils allemands dans leurs propres maisons. Ils mangeaient des repas chauds préparés dans des cuisines mobiles. Ils dormaient dans des tentes chauffées. Ils recevaient du courrier régulier de la maison. Ils avaient accès à des soins médicaux et dentaires qui rivalisaient avec ce qui était disponible dans de nombreux hôpitaux civils avant la guerre. Cette disparité n'était pas accidentelle, c'était politique. Le général Eisenhower avait compris quelque chose que de nombreux commandants militaires ne saisissaient pas. Un soldat bien nourri, bien reposé et bien soigné se battait mieux, durait plus longtemps et était moins susceptible de commettre des atrocités ou de s'effondrer sous le stress. L'investissement dans le confort et le bien, être n'était pas de la gentillesse, c'était du calcul. Et cela fonctionnait. Les désertions dans l'armée américaine étaient remarquablement faibles, compte tenu de la longueur et de l'intensité de la campagne. Le moral, même face à des combats féroces, restait généralement élevé. Les soldats croyaient qu'ils gagnaient, et plus important encore, ils pouvaient voir les preuves de cette victoire chaque jour dans l'abondance qui les entourait. Pour les Allemands, le contraste était dévastateur. Leur propre ligne d'approvisionnement, déjà tendue jusqu'au point de rupture, s'effondrait complètement. Les soldats survivaient avec des rations de famine. Les munitions étaient si rares que les commandants devaient rationner soigneusement chaque obus. Le carburant était pratiquement inexistant, ce qui forçait même les chars survivants à rester immobiles, des piluliers glorifiés plutôt que des armes mobiles. Les soldats blessés manquaient de soins médicaux adéquats,
Beaucoup mouraient de blessures qui auraient été traitables avec des fournitures et des médicaments appropriés. La Wehrmacht, autrefois la machine militaire la plus redoutée au monde, était réduite à un squelette de son ancien moi, maintenu ensemble par le désespoir et la peur, plutôt que par l'approvisionnement et le soutien. Les prisonniers allemands capturés au printemps 1945 racontaient uniformément des histoires de privation et de chaos. Le sergent Klaus Hartmann, capturé près de Cologne, décrivait la situation. « Nous n'avions pas reçu de rations appropriées depuis des semaines. Nous mangions ce que nous pouvions trouver, souvent rien du tout. Quand j'ai été capturé, les Américains m'ont donné du café chaud et un sandwich. Du vrai pain, de la vraie viande. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était plus de nourriture que je n'en avais eu en une semaine. Ces histoires se répétaient dans tous les camps de prisonniers. Les soldats allemands étaient souvent stupéfaits par le traitement qu'ils recevaient. Au lieu de cela, ils trouvaient l'efficacité, la nourriture adéquate, les soins médicaux et un traitement qui respectait les conventions de Genève. Cette approche aussi était calculée. Les Américains avaient compris que les prisonniers bien traités étaient moins susceptibles de résister jusqu'au dernier homme, que les soldats allemands qui savaient qu'ils seraient traités décemment en captivité étaient plus susceptibles de se rendre plutôt que de se battre jusqu'à la mort. La propagande nazie avait rempli les soldats allemands d'histoires, d'horreur, sur ce qui arriverait s'ils étaient capturés. Mais quand la réalité s'est avérée être radicalement différente, quand les soldats capturés ont pu écrire des lettres chez eux décrivant leur traitement décent, cela a érodé la volonté de résistance. Pourquoi mourir pour un régime qui vous laissait mourir de faim quand l'ennemi vous nourrirait si vous vous rendiez? Krauss pensa à toutes ces choses alors qu'il regardait les camions rouler. Il pensa aux calculs qu'il avait faits des années auparavant, aux hypothèses qui sous-tendaient toute la stratégie allemande. Ils avaient supposé que leurs ennemis seraient limités par les mêmes contraintes qui les limitaient. Ils avaient supposé que la guerre serait gagnée par le courage, la compétence et l'audace tactique. Ils avaient supposé que leur expérience, leur entraînement et leur détermination compenseraient toute disparité matérielle. Chacune de ces hypothèses s'était avérée fausse. Les Américains n'étaient pas limités par les contraintes traditionnelles parce qu'ils avaient construit un système qui transcendait ces contraintes. Ils ne gagnaient pas par le courage ou la compétence, bien qu'ils eussent les deux, mais par l'abondance écrasante. Et aucune quantité d'expérience ou de détermination ne pouvait compenser le fait fondamental que l'Amérique pouvait produire plus en un mois que l'Allemagne ne pouvait en une année. Cette réalisation était amère, mais elle était aussi libératrice d'une certaine manière. Pendant des années, Krauss avait porté le fardeau de la responsabilité, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment, comment il aurait pu optimiser l'approvisionnement plus efficacement, où il avait échoué dans ses calculs. Maintenant, il comprenait que l'échec n'avait pas été dans l'exécution, mais dans les hypothèses fondamentales. Aucun officier logistique allemand, aussi brillant soit-il, n'aurait pu égaler le Red Bull Express parce que l'Allemagne ne pouvait tout simplement pas produire les ressources nécessaires. Aucune réforme du système d'approvisionnement allemand n'aurait pu créer des ports flottants ou des pipelines sous-marins. Aucune quantité d'efficacité n'aurait pu compenser une disparité de capacité industrielle de plusieurs ordres de grandeur. Le soleil se couchait maintenant, projetant de longues ombres sur le Rhin. Les camions continuaient de rouler, leurs phares créant une rivière de lumière qui serpentait vers l'est. Quelque part dans cette rivière se trouvaient les fournitures qui soutiendraient la poussée finale en Allemagne, les munitions qui briseraient les dernières défenses, le carburant qui porterait les armées alliées jusqu'à Berlin. Et au-delà de cette campagne particulière, dans cette rivière de fournitures se trouvait quelque chose de plus profond. Un modèle pour toutes les guerres futures, une démonstration que dans le monde moderne, la victoire appartenait non pas aux audacieux, mais aux organisés, non pas aux courageux, mais aux productifs. Krauss se retourna pour partir, mais s'arrêta un instant, jetant un dernier regard sur le spectacle devant lui. « Nous avons combattu le XXe siècle avec des tactiques du XIXe, dit-il à voix basse. Et ils ont combattu avec les méthodes du XXIe. C'était, il se rendit compte, l'épitaphe ultime de la Wehrmacht. Ils avaient été une grande armée, être la plus grande de leur époque. Mais ils avaient fait face à quelque chose qui n'était pas simplement une armée, mais une expression de la puissance nationale totale, une démonstration que dans la guerre totale moderne, celui qui pouvait mobiliser le plus complètement, produire le plus efficacement
et livré le plus fiablement gagnerait inévitablement. Le Red Bull Express n'était pas juste une opération logistique, c'était l'annonce d'une nouvelle ère, l'ère de la superpuissance, où la victoire serait mesurée non pas en batailles gagnées, mais en tonnes livrées, non pas en héros produits, mais en systèmes construits. Et l'Amérique, avec ses camions roulant sans fin vers l'Est, avait montré au monde comment cette nouvelle ère serait gagnée. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.